Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 18e épisode de TSI, le podcast francophone du saut à ski et du combiné nordique. Ce soir, je suis avec mon acolyte Romain. Comment ça va? Salut Will, eh ben écoute, ça va très bien. Un week-end, on va pas faire de faux suspense qui nous a pas ultra enthousiasmé à la télé, mais moi j'ai eu la chance d'aller me balader côté de Chamonix, voir un Sam Setour et voir les jeunes Français évoluer. Et donc bah écoute, ça a remplacé à merveille l'absence de diffusion sur Eurosport et les streams un peu moisis pour voir des épreuves pas très passionnantes. Donc on va dire pour moi ça va. Et toi, comment t'as survécu à ce week-end? Bah, moins bien que toi du coup, puisque moi j'ai dû passer par les streams moisis. Et comme vous l'avez bien compris, le programme est pas ultra dense, mais on a du coup la Coupe du Monde hommes et femmes qui était à Rasnov en Roumanie avec une start list, comme on l'avait dit la semaine dernière, plutôt de niveau continental. La Coupe continentale était à Rena en Norvège avec un niveau FIS et la FIS était à Villars avec un niveau jamais connu jusque-là. Ouais, voilà. Et on a quand même eu, il n'y en a pas beaucoup dans la saison, une COC de combiné avec un nouveau format qu'on vous détaillera tout à l'heure. Donc il y a quand même de l'intérêt et des nouveautés à détailler sur cet épisode. Voilà, et on va commencer tout de suite par la 23e épreuve de la Coupe du Monde Homme qui était à Rasnov. Et pour ceux qui peuvent voir le classement de la Coupe du Monde, eh bien, il n'y avait que deux sauteurs dans le top 10 présents à Rasnov. Et de façon générale, seule l'équipe d'Allemagne avait aligné une équipe A. Ouais, et si je veux chipoter, je dirais même que Karl Geiger est rentré dans le top 10 parce qu'il était là et que le 11e et le 12e n'étaient pas là. Donc, il y avait que 5 sauteurs du top 20 mondial. Effectivement, tu l'as dit, toute l'équipe d'Allemagne et Giga Yela, qui s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, bah, il a bien fait de venir, Monsieur Giga. Voilà, Giga qui obtient c'est son troisième, je crois, podium en carrière. Giga et Karl Geiger qui obtient son 35e podium en carrière. La victoire revient à Andy Wellinger qui gagne back-to-back 2 week-ends d'affilée. Oui, et encore, hein, j'ai pas joué à grand-chose. On avait un peu relevé que l'Allemagne avait la meilleure équipe sur le papier et avait quand même la pression. Il y avait que Giga Yela un peu qui pouvait les battre. Et ça s'est joué à 0,2 points. Donc ils sont quand même. Bellinger, il a un peu joué à se faire peur. Mais il a Mhm. gagné. Donc deux Allemands sur le podium, cinq Allemands dans les six avec Eisenbichler, qui d'autre? Raymond. Raimund qui fait son meilleur classement. Enfin, il y a eu énormément de meilleurs classements en carrière. Constantin Schmid. Et finalement, la petite déception allemande, si ça servait de sélection, c'est Stéphane Leyeux qui est pas dans le top 10. Donc voilà, c'était quasiment le seul intérêt sportif de l'épreuve, à part tous les nouveaux records en carrière. Il y a eu 13 athlètes qui ont fait leur nouveau record en carrière, 13 athlètes hors débutants. Si on rajoute les 7 débutants, ça fait 20 athlètes qui ont fait leur meilleur euh, résultat en carrière. Et dedans, bah, on a quand même des noms qu'on a suivis toute la saison. Tu as relevé qui, toi? Alors moi j'ai relevé le fils d'eux, hein, Jonas Schuster, né en 2003, qui termine 10e. J'ai relevé Thomas Pilch qui termine 12e, je pense que c'est son record en carrière, et Kasper Jurocek, le Polonais 2001, dont c'est le record en carrière. Dominique Peter, ça doit être son record en carrière aussi, je pense. Oui, 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 septième, oui. 7e, Alex Insam, ça doit être record en carrière, Oui, 9e.
Oui, oui. Et puis après, bah, il y en a d'autres, hein. Il y a Maxime, 20e, dont on a parlé de façon. Donc Maxime Bartholge, né en 2003, qui a fait 20e. Yann Abdas, je sais pas si c'est son record en carrière, 17e, parce qu'il avait déjà fait une bonne perf, mais Record en carrière aussi, je confirme. record en carrière, bah écoute. Et Voilà, Casey Larson, record en carrière, voilà. 18e. Les premiers points de l'histoire du saut à ski roumain masculin en Coupe du Monde Mm. avec le meilleur des Roumains, Daniel Andrei Kachina, qui fait 29e. Donc, bah, il y avait des places à prendre. Gloire au présent, hein, et ça reste assez anecdotique dans le contexte, mais quand on regardera les résultats dans quelques années, on oubliera qu'il manquait du monde. Et d'ailleurs, pour Mm. l'anecdote, l'équipe de Roumanie qui participe au par équipe et au super team, ils sont devant l'Estonie ou le Canada au classement par équipe. Euh, Grâce à leur nombre, en fait, ils sont pas très bons, hein, on va pas se cacher. Mais comme ils sont nombreux à être engagés en Coupe du Monde, ils arrivent à choper des points dans les par équipes. Et donc la Roumanie qui se place bah, en accueillant quand même des Coupes du Monde maintenant tous les ans, voire des Grands Prix d'été, sur la carte du saut à ski mondial. Euh, bon, on peut déplorer comment dire, le moment de l'année qui a été choisi. Donc là, pourquoi tous ces athlètes élites ne sont pas venus? C'est parce que cette semaine même, c'est même pas le week-end prochain, c'est en cours de semaine, les championnats du monde débutent. Mais bon, voilà, il y avait du monde, il y avait des spectateurs. Comment t'as trouvé enfin, le DJ? Oh, le DJ était génial. Franchement, c'était. On l'attendait à ce niveau-là, hein. Je vais pas te dire que c'était une surprise, hein. Je pense que le DJ de Rasnov, il était au top. Les spectateurs, franchement, il y avait du monde. Donc, globalement, bonne ambiance. Par contre, il a fait un temps pourri là, surtout le dimanche. Et ça faisait peine à voir. Là, c'est de la pluie. Voilà, niveau temps, ça n'a pas été ça. Enfin, voilà, le tremplin est correct. C'est vraiment la start list, hein, comme tu dis, bah voilà, c'était pas une Coupe du Monde. C'était pas une Coupe du Monde, hein. Ça faisait plus Grand Prix d'été d'ailleurs. C'était bien de voir le saut à ski roumain là avec Cassina, il y a Mitrofan, Spulber, Feldorean, et puis il y en a deux qui ont fait des coupes FIS, Ipescu et Folea, donc ça en fait autant que des Français, hein. 6 à faire des coupes B, Cassina qui a fait des points, il y a même un Tchèque là qui a fait des points, là, Radek Ridol. Donc non, vraiment, ce qui était sympa, c'est de voir des nouveaux. Il n'y a pas eu trop de surprises vraiment dans le top 5. Je veux dire, on a eu ceux qu'on attendait quasiment dans l'ordre où on les attendait. Comme tu dis, il n'y avait que Gélard qui aurait pu se trouver bah, 3 ou 4 et qui finit deuxième. Marouziak est un peu déçu, mais bon. Ouais, c'était mon pari de la semaine dernière dans l'enthousiasme de sa victoire à la COC. Ouais. Mais j'avais oublié un détail, c'est que tous ses meilleurs résultats, il les a fait sur les plus grands tremplins, à Kulm et puis Villing- euh, euh, Klingenthal, c'est un HS 142. Ouais. Et donc là, le tremplin normal, le HS 97 de Rasnov, il a pas très bien volé. Mais bon, il est dans les points. S'il y avait un sauteur qu'on aurait pu voir plus haut et qui aurait pu embêter dans la hiérarchie, c'est Tandé, et qui Mm. a fait un week-end pas bon du tout, quoi. Il a fait un podium, c'est quoi? C'est à Willingen, il y a 2, 3 week-ends. Et là, il est retourné dans ses travers de la période couronnée, quoi. C'est triste à voir, quoi. 23e quand on voit la start list. On risque de pas le voir en individuel à Planitza. Faudra voir parce que je sais pas, il y a combien de quotas finalement. Ils ont dû annoncer leur équipe, les Norvégiens. Donc on regardera d'ici la fin de l'épisode. Mais ouais, c'était décevant pour lui. C'était décevant. Il y a Simon Hamann qui avait fait 9e de la première manche et qui termine 16e, qui aurait pu terminer quand même bien plus haut. Et puis il y a un gars comme Clément Segner qui avait été 14e de la première manche, qui termine 8e en faisant la quatrième performance de la deuxième, qui aurait pu terminer lui dans le top 5. Donc voilà, hégémonie allemande, hormis Stefan Leye, et donc la cinquième victoire en carrière d'Andreas Wellinger, qui attaque les championnats du monde avec une baraka assez intéressante. Donc lui, il sera clairement à suivre. Le dimanche, on avait eu un super team, donc c'était
le même format que ce qu'on avait eu à... Où est-ce qu'on l'avait eu? Ah, avec le Cid, hein, déjà le week-end À dernier, en fait. Leipzig, ouais, exactement. 2 week-ends de Et du suite, ouais. coup, donc deux alignés par nation. L'Allemagne avait choisi Geiger et Wellinger et elle s'impose assez Confortablement. largement. Ouais. Une trentaine de points sur la Slovénie de Bartolj. Ouais. Même Bartolj, hein, Mm. il passe de l'OPA à la Coupe du Monde. On va dire, il fait le job, mais il est un peu en retrait et Giga est là. Et troisième, l'Autriche d'Aschenwald Egner. Bon, voilà. Devant la Norvège, voilà, la Norvège, enfin Sundal Tande, c'était pas au top. Donc, Non, Tandé fait deuxième de son groupe lors du premier saut, mais après c'était quatrième et cinquième. Bartolj, comme tu le dis, a été vraiment en retrait et du coup la Slovénie aurait pu être plus près de l'Allemagne. Je pense pas qu'il les aurait battus puisque Geiger gagne son groupe une fois et Wellinger le gagne deux fois. La Pologne termine cinquième avec Jurocek et Pilch. Les États-Unis sixième avec Casey Larson là, qui fait un super premier saut, 97 mètres. Septième la Suisse et ouais, voilà. huitième le Japon. Et puis après, les Roumains ont fait dixième. Donc, ils ont Euh, réussi à faire 2 sauts. Il fallait être dans les 12, juste devant ouais. les Ukrainiens. Mais voilà, c'était pas l'épreuve de l'année. Il manquait du monde. Et Et il manque encore. il pleuvait méchant, hein. Est-ce qu'on a quand même le droit à un concours de points et de vitesse? On peut, il est toujours présent. On peut. La victoire en style. Alors attends que je reprenne le doc. Elle est revenue. Bon, je te demande ton avis, mais Ah, je dirais Wellinger. là, c'est lui qui a été le mieux noté de ce concours. Andreas Wellinger qui du coup nous a fait une moyenne à 18,07. C'est pas génial, hein. 0,7. Deuxième Giga Yellar à 17,93. Troisième Aysen Bichler 17,87. Quatrième Karl Geiger 17,83. Et cinquième Dominique Peter 17,67. C'est ceux qui étaient en tête. Donc je rajoute la qualif hein, en plus. Et puis au niveau des vitesses, la victoire est revenue à Philippe Raymond devant Abdas, Jurocek et Wellinger. Donc polonais et allemand Ainsi que- pour les stats. Et Wellinger qui sera quand même un des favoris sur le petit tremplin déjà pour débuter à Planica sur sa forme du moment et la trajectoire de vol qu'on connaît bien des Allemands avec une grosse poussée, une grosse vitesse. Euh, il a gagné devant pas beaucoup de concurrence ce week-end, mais il est quand même très en forme. Donc favori Ouais, puis, il a dans eu le le mérite de gagner, hein, donc c'est quand même. Enfin, je veux dire, il était attendu, il était favori, il a gagné, et ça, c'est ça qui va le pousser vers les championnats du monde. Donc à suivre, comme tu dis. Alors, c'est quand la première épreuve? il y a les femmes jeudi, donc le qualif mercredi, et les hommes samedi, donc samedi 25, le même jour que le par équipe femmes. Et dimanche 26, un par équipe mixte. Donc, c'est les épreuves saut à ski du petit tremplin. Quatre épreuves à regarder et dont on vous parlera dans le prochain épisode. Chez les femmes, il y avait moins d'impasses, mais des impasses quand même. Alors, pour vous donner un peu une idée de la start list féminine qui était là, on n'avait pas Freitag, Kreutzer, Takanashi, Strait, Opset et Krishnar, et Kramer, et Et Lutic, voilà. Lucie, ouais. Oui, les Canadiennes, elles étaient pas loin, elles se ressourçaient elles ont fait une semaine à la plage en Croatie, donc je pense qu'elles n'ont pas fait que visiter, elles ont dû aussi faire du travail physique, mais on sent, bah voilà, ça fait partie de ces sportives qui rentrent pas au pays de l'hiver et donc ils ont pris un moment finalement off et c'est Mm. peut-être la clé du succès, on verra. Mais il y avait quand même les quatre meilleures mondiales parce que là, pour le coup, chez les femmes, il y a quand même un classement général assez disputé et Ouais, le duel Pinkelnig-Althaus,
il bat son plein avec, je trouve, tu vas me dire si ce que t'en penses, le classique, c'est-à-dire Altaos qui gagne une épreuve pour tout le samedi, mais qui est loin le dimanche, alors que Pinkelnig, elle fait pas de vague, elle fait 2 et 2. Et donc, bah, quand on fait Bah, le total point sur l'année, je pense qu'Altaos, elle a fait 6 victoires, Pinkelnig en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle en a autant, sauf qu'en fait, Pinkelnig, quand elle gagne pas, en général, elle fait 2 ou 3, alors que hmm, Altaos, elle peut être loin dans le classement. Et à nombre de victoires égales, Koenig a 280 points d'avance au général. c'est ça. Pilkelning, 17 podiums. Altaos seulement 9. Et Altaos, 8 places entre quatrième et dixième. Pinkelning 2. Et ensuite, Altaos a fait plus de trous que Pilkelning. Donc tout ça fait que là, ça fait 2 week-ends consécutifs que Pinkelning met des points à Altaos. Et ça, au bout d'un moment, ça va commencer à faire beaucoup. Anna Odinström, elle, n'a perdu que 10 points sur Pinkelning. Et on retrouve les deux concurrentes qui avaient été les meilleures sur la tournée de la Saint-Sylvestre. Et prouve que sur petit tremplin, les deux sont quand même imbattables. Alors l'épreuve du samedi, c'était plutôt une loterie hein, sur une seule manche, alors Ouais. que le vendredi, ça a été classique. Donc la mauvaise performance d'Altaos dans un concours normal, je pense qu'elle aurait mis plus que 9 points, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord. Mais là, on peut se poser la question du bien fondé d'avoir maintenu l'épreuve samedi. 1h37 pour lancer 40 sauteuses. Ça fait Mm. 1h37, ça fait presque 100 minutes. Donc ça fait 2 minutes 30 par sauteuse. Euh, c'est euh, c'est difficile. Bon, on a eu la chance de pas pouvoir la voir. Elle était nulle part Je l'ai visible. pas trouvé, hein. Je l'ai pas trouvé celle-là. Autant j'ai vu celle de vendredi, mais alors celle-là, Mais bon, celle-là, je crois que c'est un sacrifice qu'on pouvait faire parce que franchement, c'est infernal et il y a eu des trous pas possibles. Ouais, Altaos, c'est vrai que quand on regarde les compensations, on voit pas trop pourquoi. C'est un peu la même mm, chose pour Joséphine Panier qui est 37e, je crois, ouais. mais qui, enfin, on voit les compensations, elle fait partie de celles qui ont eu, d'après les compensations, le plus de vent de face, qui aurait dû l'aider. Donc il devait y avoir soit du vent de face mais pas au bon endroit, peut-être trop fort à la table, ou alors des choses qui aidaient pas, parce Alors que Altaos c'était aussi, elle. ouais, c'était pas mal de vent de travers à Rasnov. C'est un peu le vent qui c'est de face, mais comme il te tape de côté là, tu peux faire la bosse avec, hein. Et, bon, bah, on a eu des meilleurs résultats en carrière aussi dans cette loterie sur une manche. On Mm, peut penser à la jeune Autrichienne Julia Mühlbarer qui complète le podium et qui fait mm. du coup à 8 ans et demi son premier podium en Coupe du Monde. Alors elle avait déjà fait un très bon week-end à Inzenbar, donc elle est en forme depuis son podium au championnat du monde junior. C'est ouais, l'Autrichienne qui monte. Et puis elle avait fait septième la veille, hein, dans Mm. un concours classique. Donc disons que c'était un tremplin qui lui plaisait et elle a bénéficié, en tout cas sur la feuille de stats, de conditions qui lui allaient. Donc super performance, superbe week-end aussi de Thea Minian Bjørset qui fait dixième et sixième. Jacqueline Zeitfritzberger qui est toujours au niveau de Julia Claire et de Panier, là, elle fait 9 et 8. Ouais, c'est son meilleur Et week-end de la saison. Ouais. son meilleur résultat. Juliane Zeffart, dont tu as parlé la dernière fois, fait quatrième le deuxième jour. Alors, je pense Ouais. pas que ce soit son meilleur résultat en carrière parce qu'elle est née en Ouais, 90. elle a gagné Mais, des épreuves il y a quelques années, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue aussi haut, donc bon. Après, dans ces conditions, exactement. c'est dur Et de juger. puis la veille, Irene Mariak Vandal, qu'on avait annoncé comme étant en grande forme et qui est encore un peu timorée dû à des blessures à répétition au genou, a fait son premier podium. Elle était ultra heureuse de faire troisième le vendredi et le samedi, Elle a pas sauté, donc un peu son classique de la saison. Bon là, c'est super podium, elle avait été énorme dans les sauts d'entraînement et en qualif, donc c'était Mm. mérité. Avec des notes techniques pas top top, on va dire autour de 17 de moyenne, mais pas non plus calamiteuses. Mais oui, le mystère, elle s'est pas élancée samedi, peut-être
dès la qualif, en fait, elle s'est pas élancée. Donc bon, on ne sait pas si c'est de la gestion ou pas, mais au meilleur de sa forme sur un petit tremplin, elle fait partie des toutes meilleures. Et Mm. Et on a qu'après Will. août, il Moi, j'ai mis continue en à. déception, moi. Tu as mis en Je- déception, mais Oui, tu parce sais que qu'avant son podium, elle n'était pas top, hein. ouais, je sais, mais du coup, sur la lignée des championnats du monde, elle avait fait un super week-end à Inzandar. Et petit tremplin, on sait que maintenant, on connaît son profil petit tremplin. Donc, je l'attendais Oui, un je peu vois. dans la lignée. Et donc, 13 et 7, avec les absentes en plus, hein, avec 4-5 absentes Et non, je vois théoriques ce que tu devant elle. Donc, on va Mm. dire petite déception, un peu comme Nozomi Maruyama, qui fait 11 et 17. Donc même alors si on dit le 17 c'était la loterie, à la 11e place c'était en deçà de ses performances un peu des derniers temps. Mais bon, fallait trouver aussi un peu La quelque Roumaine chose à dire. qui fait 14 et 11, Daniela Ralambi, là, qui a bien sauté sur son tremplin. Et puis Lara Malsiner aussi, qui a terminé 10e dans l'épreuve de samedi. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été à ce niveau-là, Lara Malsiner. Donc, voilà, pour résumer sur les femmes, on retrouve les quatre meilleurs, là, Pinkelning, Althaus, Ström et Klinec, qui ont terminé enfin, en nombre de points dans les cinq meilleurs, avec seulement Julia Mühlbacher qui rentre dans ce top 5 des points. Et ensuite, on a des très bonnes performances et des plus déceptions, mais avec le facteur loterie qui fait que c'est toujours plus compliqué à analyser l'épreuve de samedi. Donc, les femmes J'ai un partent débat à te aussi. soumettre Ouais, vas-y. quand on va s'ennuyer entre les deux saisons. Est-ce qu'une épreuve sur une manche devrait pas faire un demi-barème de points? Ah, c'est un bon débat, ça. Très bon débat. Parce que, enfin voilà, je ne donne pas tous les arguments tout de suite, mais que ça soit Althaus là qui fait très loin, tu vois, on sait, ils savent faire, par exemple, au combiné nordique à Seefeld, les deux premières épreuves, elles font 50 points au premier, Ouais. bah, c'est dégressif. Ça peut être, genre, l'épreuve a lieu, elle est considérée comme une épreuve, mais une demi-épreuve. On se garde nos arguments pour plus tard. On les garde pour plus tard. À noter que Pinkelning fait trois deuxièmes places consécutives et elle en est à un, 2, 3, 4, 5, 6 deuxièmes places. Donc elle est pas loin d'être Pulkelning, mais on verra plus Ouais, tard. mais comme elle en gagne, c'est différent par rapport à C'est notre, différent, ouais. Mais par rapport Poulinec, ça fait trois épreuves 4, 5, 5. Elle n'a pas aimé son surnom. Elle a décidé de ne plus faire de podium, quoi. voilà. C'est la, Mais bon, c'est la rébellion. on verra aussi. Il reste 500 points à prendre pour finir avec la Coupe du Ah Monde oui, exact. féminine. Donc, il reste trois sauteuses. Je prends ta petite marotte qui est bien agréable. Il reste trois sauteuses sur le papier qui peuvent être couronnées à la fin de saison. Et en vrai, il en reste deux. Donc, Ouais. Pinkelnig et Althaus à 280 points. Et il ne reste que cinq épreuves sur grand tremplin. Donc, c'est peut-être le point qui fait dire c'est pas totalement terminé. Ah ouais, mais 280 points. Je Euh, pense que là, malheureusement, il se peut que quand on débriefera, la saison se soit jouée sur une manche à Rasnov, quoi. C'est terrible. On verra, Mais ouais. Et on puis bah verra. non, sur la régularité, parce que c'est vrai que Oui, oui, bien sûr. elle elle a gagné 6 fois, Katharina Althaus, et elle a toujours gagné la première épreuve du week-end, et elle a jamais Mm. fait de podium le lendemain. C'est quand Ouais, même, mais c'est ça. c'est alors, et je sais pas, enfin, j'essaye de comprendre parce que quand elle gagne là en ce moment, ça fait les 3 dernières victoires là, elle sort un saut à chaque fois, mais c'est pas, j'ai envie de dire historique, tu vois. Elle sort un saut stratosphérique, et en fait sinon elle a un niveau normal. Elle est dans la bagarre, top 5, et quand elle sort le saut, quand elle en met tout en même temps, elle met 15 points à la deuxième. Parce que à Interzaton le samedi, c'est ça qu'elle fait. À Willingen, on en avait parlé, là, le 149,50. Là, elle fait 98 mètres 50, elle met 5 mètres à tout le monde, là, le vendredi, en deuxième manche, et elle met 12-15 points à la deuxième. Il y a un truc, en fait, elle a un niveau, un top niveau qui est exceptionnel, mais elle n'arrive pas à faire deux sauts ou deux sauts de deux compètes de suite à ce top niveau exceptionnel. Ouais, non, tu résumes bien, hein. Je pense que c'est ça qui aujourd'hui fait l'écart et plus la prédominance sur petit tremplin où elle a tendance
à se faire battre, enfin, en tout cas pendant la tournée de la Saint-Sylvestre. Et ça, au global, fait 280 points. Et c'est pour ça que, de par cette analyse, j'ai du mal à la voir rattraper les 280 parce qu'il faudra qu'elle enchaîne des victoires, quasiment qu'elle les gagne toutes en fait, hein, pour pouvoir espérer. Donc, à voir Katarina Altaos, mais avant donc ce bouquet final, on retrouvera les femmes à Planitza pour du coup les championnats du monde où Katarina Altaos fera partie des favorites comme Eva Pilkany. Ouais, On va je l'avais. passer à la Coupe continentale, à moins que tu aies Non, encore non, un mot sur totalement. Asnaf. Donc, Coupe continentale qui était à Rena, ou Rina en Norvège, et on devait être 33, mais les Slovènes n'ont pas fait le voyage. Et donc, je sais pas trop ce qui s'est passé avec les Slovènes, mais les 6 n'étaient pas là, et donc on était 27. Les 27, il y avait 3 Français, Alessandro Badbi, Enzo Milesi et Mathis Contamine. Donc on reviendra sur le résultat. Le premier jour, la victoire est revenue à l'inconditionnel de la Coupe Conti, Benjamin Oswald, ton ami, dont tu adores Les les, performances en Coupe continentale, mais pas la prise de ski. la prise, prise de ski. Alors il l'emporte devant Frédéric Willumstad qui aurait pu gagner parce qu'il a sorti un saut que tu m'as envoyé en vidéo là, si vous avez l'occasion de le voir, il a fait 148,5 mètres sur un HS 139. Le mec, il s'est télescopé. Il était super haut, hein, franchement, Non, sur le. mais t'as vu les compensations? Là, Ouais, il a moi pris 39. -39 de vent de face, 3,63 m. C'est ouf. C'était du vent super portant, c'est hallucinant. C'est Et, des euh, malades. Pourquoi ils ont et toute l'épreuve s'est jouée autour entre -20 et -30, donc je pense que c'était un vent régulier, c'est-à-dire pas des énormes rafales. On n'a pas eu de timisages, mais alors Ouais, quand je l'avais même. -39, je l'avais pas tilté. Et puis il y en a d'autres, hein, des -33. Ouais, ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Ce qui fait que du coup la victoire en 2 manches se joue à 230 points. Des fois à la tournée on voit des 300 points. Parce que Ouais, forcément, quand on enlève 60 points de compensation, incroyable. Et ouais, oui, oui, il y avait un gros mais- bol d'air. Ils ont pris un gros bol d'air, les meilleurs. Et Oswald, qui fait du coup victoire samedi et dimanche, qui enchaîne 8 podiums consécutifs en Coupe continentale. Alors, il a été absent au milieu parce qu'il était en Coupe du Monde, mais dans les épreuves où il était présent. Et Hmm. il rentre dans la crème de la crème de la Coupe continentale grâce à sa série. On a aussi, on a les classiques, hein, Willumstad, donc qui a fait deuxième, et samedi, et Luca Roth, l'allemand, deuxième ex aequo. Donc, c'est qu'avec Hmm. avec des compensations de malades comme ça, ils trouvent le moyen d'avoir des ex aequo. Des deuxièmes ex-aequo, ouais. Et dimanche, donc, encore un Allemand, Martin Amann, devant Sondre-Ringen, évidemment. Lui, on ne le cite plus. Et moi, je me suis noté que, par exemple, un Clemens Leitner, qui a été en Coupe du Monde finalement tout le mois de janvier, là, voilà, il végète 11e, 15e en Coupe continentale, un peu comme Pius Paschke. C'est vraiment dur, hein, c'est rétrogradation parce que euh, ils vont pas retourner tout de suite en Coupe du Monde avec des performances comme ça. Donc, je sais pas comment ils gèrent ces sauteurs. Ça doit être assez difficile à vivre. Et puis donc, on avait les Français qui ont, on va le dire comme ça, ils ont fermé le portillon tout le week-end. Samedi, on a Alessandro Badbi 24e, Enzo Miledi 25e et Mathis Contamine 27e. Et dimanche, ils ont fait dans le même ordre 25, 26, 27. Voilà, et du coup, dans ceux qui ont rebondi de la Coupe Conti, il y a Philippe Aschenwald, parce qu'il aura été que 2 week-ends en Coupe Conti, mais c'est vrai que l'exemple de Paschke et là de Clémence Leitner montre que c'est vraiment pas évident de remonter après. Et ouais, je pense qu'il y a pas mal de pression pour ces sauteurs-là là, qui sont juste à la limite, euh, qui fait que c'est plus compliqué pour eux. Donc une Coupe continentale qui continue la semaine prochaine à Brotterode, je sais pas comment on prononce, hein, Broterode, Broterode, Broterode. Broterode, en Allemagne. C'est un HS 117, donc Benjamin Oswald
est en tête avec 794 points, devant Zondreringen 733 et troisième Joachim Björeng 652. Mais vu que Björeng ne participera pas, enfin on va regarder qui a été appelé en Norvège quand même. Il y a Willumstad aussi dans le coup et Justin Lissot, hein. C'est vraiment les cinq qui se battent pour la Coupe Conti. Euh, et du coup, on les retrouvera forcément la semaine prochaine en Allemagne. Donc finalement, le Swaski avait quand même un programme bien chargé parce qu'il y avait aussi une Fils Cup du côté de Villars. Et là, cette fois-ci, il y avait des hommes et des femmes. Et on va continuer, on va donner la priorité aux jeunes femmes. Donc, elles sont pas forcément toutes aussi jeunes. J'avais dit jeunes femmes la semaine dernière en OPA, mais là, en FIS, c'est ouvert à tous les âges. Et on retrouve malgré tout un podium, deux podiums même de Lilou Zepchi, donc qui enchaîne sur les bonnes performances dans ces catégories-là. Lilou Zepchi contre la Slovénie, c'est un peu le résumé de l'hiver. Samedi, c'est Repin Zupancic qui s'est imposé devant une Chinoise, Liu Zhu. Et donc Lilou Zepchi, on avait Emma Chervet 15e, donc Lilou et Emma, on les retrouvera à Planissa au championnat du monde. Et dimanche, deuxième victoire de Repinch Zupancic devant Taya Bodlage, donc c'était la grande concurrente de Lilou en OPA, et Ouais, Emma qui a fait à nouveau 15e. Donc des résultats solides. Et puis Villars, c'est à quoi, 30 km de Planissa, donc elles sont sur place et j'espère qu'elles vont nous offrir un beau par équipe. voilà, et le classement de la FIS Cup, donc là on a fait 14 épreuves sur 16. C'est Nicole Conderla qui était absente, qui est en tête avec 480 points devant Taya Bodlage, que tu as cité, qui est deuxième avec 402 et troisième Nika Preutz. Et donc là, celle qui a gagné deux fois, la Neika Repink, revient à la cinquième place. Donc il reste encore 200 points à aller chercher et elles sont cinq à pouvoir encore gagner. Donc Konderla, Bodlage, Preutz, Zefart et Repinch. Sachant que Preutz et Zefart Euh, on les ils verra seront pas. pas, donc ça va jouer Hmm. entre Konderla, Bodlage et Repinch à Oberhof le week-end du 4 mars. Alors, juste avant de passer chez les hommes, j'ai l'équipe norvégienne pour Planica. Donc, c'est Granerud, Lindvik, Forfang, Tande, Johansson et Sundal. Donc, Tande fait bien le voyage. Par contre, Björung n'y est pas. Et donc, Björung ira sûrement en Coupe Conti pour essayer de rattraper ses amis, je pense. Ok. Et puis il y aura comme dans toutes les grandes nations, il y aura une sélection interne aux entraînements. Ah oui. Ce qui est Mm. malin parce que comme il y a en plus petit et grand tremplin, on n'aura pas forcément les mêmes quatre. Enfin, sauf peut-être sur le quatrième parce que bon, il y a des places qui. On imagine que même si Granerud ira tous ses entraînements, il sera quand même aligné. Ouais, c'est sûr. La Coupe FIS Homme était aussi à Villars et du coup la victoire est revenue le premier jour à Maximilian Ortner devant Félix Hoffmann et un Allemand que je t'avoue je ne connaissais pas, Sebastian Schwarz, qu'on n'avait pas vu parce qu'il avait sûrement pas sa place avant en FIS. Et le deuxième jour, Félix Hoffmann a battu Hannes Landerer et Eric Fuchs. C'est pareil, Eric Fuchs, on l'avait pas vu depuis longtemps, donc c'est bien ce qu'on s'était dit la dernière fois, hein, que là, il y allait avoir des gars qui ne sont pas en OPA parce qu'ils n'ont pas l'âge et qui du coup redébarquent en FIS. Donc on a eu pas mal de mecs comme ça qui sont arrivés dans les 14 grosses Autrichiens nations. et 14 Autrichiens le samedi dans les 30, qu'ils avaient 20 quotas. Euh, Ton rêve, autant de sauteurs que nécessaire, parce qu'en FIS, il y a 10 quotas pour les pays et il y avait 10 du groupe national. Donc un petit championnat d'Autriche qui n'a pas donné un vainqueur clair, parce qu'il y a eu des variations entre le samedi et le dimanche, qui fait qu'au général de la FIS Cup,
c'est Maximilian Liner, donc on n'a pas eu sur le podium ce week-end, d'ailleurs qu'on n'a pas eu sur le podium depuis, Oh, c'est sa technique, ça. depuis le début de l'hiver, mais sauf qu'il est ultra régulier et il est tout le Si, temps si, on présent. l'a eu, ouais. Ah On oui, l'a on eu l'a eu en effectivement, août. c'était en ouais voilà, et Ouais, devant toujours Yanni Reisenauer, un peu sur le même profil, et ouais. il leur Et reste pareil 4 pour secondes. l'autre, hein, Niklas Backlinger, c'est le même profil. Mm. Par contre, tu vois, je me suis un peu trompé sur Eric Fuchs puisque il était là l'été, mais on n'avait pas. On n'avait pas suivi. Ouais. Voilà. Et pareil, en fait, Marco Schwartz, enfin, c'est pas Marco, mais Schwartz, il avait fait des points Sébastien. aussi. Ouais. Sébastien, Mais il avait fait des points c'est cet été. Ouais. un peu une course d'escargot. Bon, je pense pas que le titre de Fils Cup soit le plus recherché. Il leur reste 4 Non, mais épreuves. le Félix Hoffmann, là, le plus âgé, là, c'est un des meilleurs, hein, au Ouais, global. mais il va peut-être Lui, finir. et, j'aime bien aussi, je sais pas où il est là, Hannes Landerer. J'aime bien lui. Ouais, on l'avait vu Il est là, d'accord. 2002, je Tu pense vois, que parce qu'ils n'ont c'était pas fait beaucoup d'épreuves, donc 216 points, alors qu'il n'a pas fait en moyenne. D'ailleurs, si tu as du temps à perdre, je veux bien que tu nous calcules les points moyens là, par sauteur. Ça m'intéresserait sur la FIS Cup. Ouais, on verra, on verra. Je te promets rien, Bon, mais je te dis ça. il y avait quand même des Français, mais malheureusement, ils n'ont pas fait de points. Il y avait, bah, en gros, hormis les trois dont on a parlé Ah oui. pendant l'épreuve de Coupe Conti, on avait ceux qui sont les Français qui ne sont pas sur les circuits nationaux. Donc, on avait, alors je vous donne les classements. On a Valentin Foubert qui d'ailleurs d'habitude saute avec les trois autres, qui a terminé 35e le premier jour, devant Harry Répélin, 37e. Julien Gay, 45e, Faustin Moreau, 49e, et Jules Chervet a été disqualifié. Et, l'autre jour, c'est à peu près les mêmes places. On a toc toc toc, Valentin Foubert. Non, ça c'est le même jour. Ça, 33e. Harry Ouais, Répélin, 35e. Jules Hervé, 38e. voilà. Et Julien Gay, 46e. Et Faustin Moreau, 51e. S'il n'y Voilà, avait donc pas vous eu. voyez, non, c'était ça. Il y avait le frère de Zundal, là. Ouais, Bien. visiblement. S'il y avait pas eu 20 Autrichiens, qu'il n'y en avait eu que 10, on aurait quand même eu des points. On va essayer Voilà, on a eu un gars né en 2006, là, qui a participé, le Lucas Hagen, là, de la même. Il n'y avait pas Mbacher. Non, c'est Je vrai, ne l'ai c'est pas vrai. vu. Non, il n'y était pas. Étonnant Il n'y parce que. était pas. Pourtant, il y avait des jeunes, mais il y avait Zimmerman, il y avait Poltz, mais il n'y avait pas. Non, Ah ouais. Bon, il se bah, peut-être repose. qu'il se repose un peu, hein, il a fait beaucoup Ah, il se ces repose un dernières peu. semaines. Et donc Voilà pour la FISE. Euh, on va terminer par le et combiné nordique, une petite dose de combiné nordique. vas-y. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup d'épreuves en coupe continentale, c'était seulement le deuxième week-end de la saison de coupe continentale de combiné nordique, hommes et femmes d'ailleurs, et 3 épreuves, et surtout le vendredi et samedi, il y avait un nouveau format. Donc on va prendre le temps de le détailler parce que je pense que si la FIS le teste en COC, c'est pour le proposer ultérieurement, peut-être en Coupe du Monde. Ils font ça souvent aussi au biathlon, ils testent ça en coupe d'Europe. Le super sprint. Alors attention, accrochez-vous bien. Le super sprint, ça commence comme une course de fond, mais comme un sprint de Coupe du Monde de fond. En fait, on n'a pas une mass start, on a un prologue où chaque combiné s'élance sur à peu près 800 mètres à fond le plus vite possible, donc ça dure un peu moins de 2 minutes. Et leur temps est multiplié par 8 pour avoir à peu près un temps qui serait celui d'un 5 km. Voilà comment le calcul a été fait. Et ensuite, à partir des résultats du prologue, on a exactement comme un sprint de ski de fond, des manches de 5, en fait, des quarts de finale, demi-finale et finale, où je pense que les deux premiers se qualifient, il doit y avoir des lucky losers, enfin voilà, vraiment le principe. Et en fait, ce sont des secondes bonus qui sont retirées. Donc par exemple, un gars qui aurait fait, je sais pas, disons, on va faire simple, 2 minutes pour faire 800 mètres, il a 2 fois 8, il a 16 minutes qui lui sont attribuées.
Et s'il a gagné, on lui enlève 60 secondes, donc on lui enlève 1 minute. Donc par exemple, il aurait 15 minutes. Imaginons un autre qui a fait 16 minutes 2 et qui aurait s'arrêterait en quart de finale, il a 12 secondes retirées, donc il a plus que 15 minutes 50. Et puis après, en fait, c'est les temps qui sont transformés en points et on a une épreuve, on va dire plutôt le saut comme un saut de mass start. Est-ce que je me suis fait comprendre? T'es fait comprendre, mais je pense qu'on va le regarder en Coupe du Monde pour comprendre mieux, parce que ça a l'air quand même méga compliqué ton truc, hein. Bah, c'est comme un, non, on va dire, c'est comme un sprint en ski de fond. Ils font 4 fois 800 mètres en fait. Ils font un prologue chacun leur tour et ensuite quart de finale, demi-finale et finale. Et le meilleur est valorisé en fait à partir en temps bonus en fait. Bon, en tout cas, Donc, qui a gagné le c'était le Super Sprint? premier super sprint de l'histoire. Chez les hommes, c'est un qu'on connaît bien en Coupe du Monde, c'est Thomas Rettenegger, l'Autrichien. Il était Mhm. troisième du fond et il a fait deuxième du saut. Devant un Eusvold C'est le Sebastian, frère. le Le frère, frère. Ouais. Sebastian Eusvold. Et troisième, alors là, je ne connaissais pas ce concurrent, Jakob Aitzun Saerpreux, qui est pas tout jeune, 1999. Il avait remporté la course de fond, donc il avait remporté le super sprint, mais il D'accord. était moins bon en saut. Et on avait 4 Français engagés. Maël Tirode, 20e, Tom Rocha, 36e, Edgar Valet, 39e et Tom Michaud, 43e. Samedi, dimanche, c'était des épreuves plus classiques. Tu veux, euh, tu veux en parler? Bah, écoute, Sébastien Oswald, donc le frère d'eux, qui a gagné avec une belle avance au saut, enfin une belle avance, c'est-à-dire il a géré sur Terence Weber. Donc le fait de battre Terence Weber, quand on a vu que Terence Weber se débrouillait bien en Coupe du Monde, ça veut dire que le Zvold là, il a vraiment un bon niveau pour un 2002, hein. Et même le troisième, le quatrième et le cinquième, qui sont des gars qu'on a vus en Coupe du Monde, Manuel Einkheimer, Kasper Mundflatla et Einer Luras Oftebro, qui n'a pas gagné le fond, donc il n'a pas dû le faire à fond. Franchement, Ou alors, parce que c'est le même, là, Aixun alors Saertreux qui Jakob gagne, Aitzun-Satre est un monstre. est un monstre. Et on voit que sur l'épreuve de samedi, donc c'est sur le tremplin de Réna, donc le HS 139, on voit que c'est vraiment les meilleurs sauteurs qui ont réussi les meilleurs résultats. Ouais, Les Français, Maël Tirode 12e, donc très belle performance. Tom Rocha ouais, 28e, Edgar Valet 32e et Tom Michaud 34e. Et dimanche, ouais. quand même, Einar Louras est allé gagner une épreuve sur ce week-end Ah, avec un temps de pont assez stratosphérique. Il met 1 minute, il met 52 secondes à Terence Weber qui fait sur les skis. Mais ça se finit au sprint, qui fait deuxième, et Thomas Rettenegger. Donc là, c'était quand même un niveau très très élevé hein, pour une COC. Et dans mm, ce niveau très très élevé, nos Français se sont bien débrouillés parce que Maël Tirode remarque des points à 27e, mais c'était pas le meilleur Français du jour. C'est Edgar Valet 21e devant Tom Michaud 24e et Tom Rocha qui fait 32e, ce qui fait qu'en fait les 4 Français ont été dans les 30 ce week-end. Donc on a là, c'est bien, hein. des motifs de satisfaction côté français. Ouais. Et puis, donc au classement, c'est Terence Weber qui est en tête avec le double de points quasiment de Christian Deutschel et de Manuel Einkammer. Et comme tu l'as dit, la Coupe Conti, ça va être notre fil rouge de la fin de l'année, puisque on en est qu'à la sixième épreuve sur 17. Et donc, on en a tous les week-ends jusqu'à la fin de l'année, là. Ah oui, Donc, incroyable. ça va être sympa de voir. Et donc, pour donner le classement des Français, au classement, donc Maël Tirode est 21e, Edgar Valet 33e, Tom Michaud 37e et Tom Rocha 51e. Voilà, On donc ils avait sont. Gaël Blondeau qui est 26e sur son Oui, week-end pardon, j'ai raté de. Gaël. Ouais, mais parce qu'il n'était pas là, sur son week-end de Mm, Monca. Et exact. effectivement, un programme, on voit 3 épreuves à chaque week-end, Mm. un programme bien chargé. Ouais, assez étrange cette programmation. Il n'y a quand même pas On eu voit- d'épreuve entre le 18 décembre et le 18 février, quoi. Ouais, c'est incompréhensible le truc.
Et il y avait quand même la COC féminine, Ah, pardon, vas-y. très rapidement, parce qu'on avait aussi finalement, comme il n'y avait pas de Coupe du Monde et peut-être des concurrentes qui vont pas forcément aller à, à Planitza, on retrouve quand même des noms que ça vaut le coup parce que c'est des noms à suivre. Donc sur le Super Sprint, c'est Trine Göpfert donc qui avait gagné le Foge 2005 qui s'impose devant Daniela De Jori italienne et Veronica Gianmoena italienne. Donc là, ça confirme encore ce week-end que l'Italie, c'est la nation des jeunes combinés, qu'on a quand même Annika Stief et Mm. Greta Pinzani, hein, je peux pas passer un week-end sans la citer. Et donc samedi, Dejori qui gagne devant l'américaine Malachinsky et une allemande Sophie Maurus. Et dimanche, elle se change un peu de place, Maurus, Gopert, Malachinsky. Et pareil que les hommes, le programme continue, mais avec moins d'épreuves, il reste deux Malachinsky, week-ends. ça doit être la sœur de Niklas Oui, Malachinsky, je pense. c'est ça. Qui était aussi il a été dans les 10e à peu près, Ouais. 10-15e le week-end. Comme aussi je m'étais noté Tristan Sommerfeld, là, le champion oui, c'est ça, le champion du monde junior. Enfin non, pas champion du monde, mais sur le podium, deuxième au championnat du monde junior et qui était aussi présent. Donc, la relève qui se profile. Et donc, pour la première fois, Guda Vesvolandsen ne domine pas un classement puisqu'elle était en tête. C'est vrai. Et ouais, ça y est. Malasinski a rompu le charme. Mais bon, on va la retrouver Donc, cette semaine. tu étais à Chamonix puisque c'était l'étape suivante du SAMC Tour. Donc, le SAMC Tour, c'est le circuit national pour les jeunes sauteurs de moins de 17 ans. Et donc, tu as pu voir la crème de la crème en ce qui concerne les jeunes sauteurs de Chamonix. Quel a été ton ressenti de voir toute cette belle jeunesse? Ah bah c'était vraiment agréable. C'est vrai que on pense pas souvent à aller voir les jeunes et il faut parce que c'est aussi là qu'on voit les styles de saut qui se font. Il y a déjà des fortes identités de saut de chacun et c'était bah voilà un temps parfait, un tremplin super bien préparé, un comité d'organisation qui était très sympa avec moi. Donc, je me suis hissé juste entre la tribune des juges et la tribune des entraîneurs pour Mm. observer tout ce petit monde à la table et s'élancer joyeusement sur le tremplin du Grépon, donc K50. Donc, bon, c'est un tremplin qui permettait aux U15 et U13 et jusqu'à U17 de s'exprimer. On U9 a eu aussi, je crois. U11, attends, U11, U11, on on est est quelques U11. U11 aussi, mais Ouais. c'était pas le gros des troupes. Alors, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram de Tsi, puisque Romain a filmé les sauts d'une dizaine de concurrents et concurrentes. Et comme tu dis, c'est assez intéressant. On a un panel de jeunes de différents âges. On a des techniques différentes et on ressent bien, malgré la taille du tremplin, pour ceux qui sont allés à Planitza, bon, on est sur 50 mètres, mais on a tout de suite cet effet de saut. Et pour ceux qui sont des fans de saut, quelle que soit la taille, c'est vraiment sympa d'aller les voir. Et c'est assez. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté champêtre. Là, on les voit monter un peu comme les petits nains de Blanche-Neige en randonnion pour aller monter les skis sur le dos. Donc, ça devait être vraiment Ah bah, sympa sur c'est place. Donc, c'est du sport, hein, il y a du dénivelé, parce que là, à Chamonix, ouais. il y a pas de remontée mécanique. Et donc, ceux qu'on fait saut d'essai et les deux manches, bah, tout le monde d'ailleurs, ça veut dire trois montées jusqu'en haut du tremplin. Mais ils prennent leur temps, ils ont raison, ça sert à rien de se mettre lactique dans la montée. Il y a du Mm. temps pour tout le monde. Et non, ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment comment on voit les identités de saut de chacun. On a déjà des sauteurs très agressifs avec vraiment par exemple, on voit celui qui va voler plus tard et on voit déjà aussi les sauteurs. C'est aussi un âge où on voit des grosses différences en fonction de la morphologie, quoi. À 15 ans, Ouais. il y a déjà des très grands et forts. Par exemple, on a Marceau Liardon là, qui a gagné le combiné, qui voilà, il est costaud, il fait une belle impulsion à la table. Forcément, un jeune un peu moins étoffé, va plutôt jouer sur des qualités de vol, quoi. Comme Anoki. Ouais, un Noki Pouradier bah, qui a gagné. Tu veux nous donner les résultats? Allez, je vais commencer par les U17. C'est Martin Lubin,
du club de Villars qui a gagné avec 48,50 m devant Mathis Delot de Courchevel, Christian Hein de Courchevel, Sébastien Woodbridge de Courchevel et Maxence Rivière de Courchevel. Donc Martin Lubin qui a battu 4 sauteurs de Courchevel, ça c'était chez les U17. Ensuite, chez les U15, donc c'est Anoki Pourradier, hein, qui est sûrement qui a un grand avenir dans le saut à ski de Courchevel, qui bat le Jurassien que tu as mentionné, Marceau Liardon, qui est plus un combinard. Donc ils ont fait la même distance, mais il l'a battu, je pense. Il n'a pas Un dû peu faire la plus même loin, distance et puis il y au-dessous, a hein. des, Ouais, oui, voilà, puis il y a quand même aussi des notes. Il fait des il y a très des beaux notes. Ouais. télémarques à Noki. Et troisième, Simon Panier de Chauneuf, de la famille de Joséphine. La victoire en U13 est revenue à Louis Hatchegesian, qui a terminé cinquième au global et qui devance Nathan G1 et Gabriel Limo. Donc, c'est les Des, meilleurs Vau- U13. des Et, Vosgiens. pardon, Ce sont des Vosgiens, donc ils sont voisins de sont nous. des Vosgiens, exactement. Et 31e de la compétition et vainqueur en U11, on a Louison Descombesevoix, donc vous connaissez très bien ce nom de famille, donc du club local de Chamonix qui gagne à la maison devant Gabin Roux du club des Contamines et Casper Edelstein du club de Chamonix qui était aussi là. Donc belle performance du club de Chamonix à la maison dans la plus petite des catégories. Je te laisse les jeunes filles. Je les ai pas préparés du tout. Je les ai pas, mais je les ai, je les ai. Alors j'enchaîne. Mathilde Baconnier qui remporte la catégorie des U17, la sauteuse de Courchevel, qui devance Anaëlle Paris, la jurassienne du club de Oyeux-Palais, et Suzy Penet de Autran, donc la dauphinoise, qui termine troisième. Et puis, alors il y avait deux U20 qui étaient Oriane Didier et Zoé Hatton qui ont terminé derrière les plus jeunes. Et en U13, U15, on a Lou Alaphilippe, qui est une U13 qui a battu tous les U15. Donc superbe victoire de Lou Alaphilippe, donc du ski club Courchevel, qui devance Asiloé Cahu pardon, du ski club Courchevel. Et troisième, Marion Drose Vincent, dont on a parlé, la jurassienne de Verrières, qui a gagné la catégorie U15 devant Loa Jantet de la jurassienne de Mout. Et la victoire en U11 est revenue à Victoire Ducrot à la maison, la sauteuse de Chamonix. Donc les jurassiennes et jurassiens, vous les reverrez puisque la semaine prochaine, c'est la tournée du Jura. Et du coup, on va retrouver les meilleurs du massif. Je ne sais pas si les autres massifs vont se déplacer, mais il y aura les jurassiens. Il y a pas mal. Il y a quoi? Il y a des compètes vendredi, samedi et dimanche, je crois. Tu m'as montré le Oui, programme. c'est ça, il y a trois épreuves. Alors je pense que je crois que ça s'arrête à U13, hein, ça va sur plutôt les tremplins de 25-30 mètres. Le D'accord. 25 mètres, l'omnibus des Rousses, et puis le 28 mètres de Chaux-Neuve. Et le prochain Samsé Tour, c'est à Autran, le premier week-end de mars, donc là sur le 50 mètres. Et bon, on va pas tout détailler, mais toutes ces épreuves étaient aussi des épreuves de combiné. On retrouve un peu les mêmes vainqueurs, enfin, ou des noms qui, à cet âge-là, ils performent encore dans les deux disciplines. Par exemple, Marceau Liardon qui a gagné le combiné chez les U15, et Lubin Martin qui a gagné chez les U17. Voilà, donc tout ça pour vraiment vous encourager à aller voir les jeunes. Comme tu l'as dit, ils sont au Tran le 4 mars et après c'est la finale de la Coupe de France à Courchevel qui accueillera potentiellement aussi des seniors. Donc quand on dit des seniors, ce sont ceux dont on a parlé qui ont sauté en FIS Cup. Je pense pas qu'il y aura les gars de la Coupe Conti, mais il y aura Matteo Vernier, je pense. Est-ce qu'il y aura Faustin Moreau? Peut-être. Faudra voir avec lui. Mais donc il y aura la finale de ce SAMC à Courchevel en mars et après ce sera la pause et puis ils reviennent début de l'été pour le SAMC Summer, SAMC de l'été qui est sur les tremplins d'été. Donc ça saute plutôt à ces périodes-là chez les jeunes, on l'avait expliqué la dernière fois, pendant les vacances et puis
et puis à Noël et un peu en août parce que bon, voilà, ça fait du voyage aussi, les Vosgiens, descendre jusqu'à Chamonix, puis après revenir dans le Jura et puis aller à Autrans. Bah, ça fait du voyage pour des jeunes qui doivent aussi continuer leurs études pour ceux qui ne deviendront pas professionnels. Je pense qu'on a été complet. Si tu veux rajouter Non, quelque bah, chose, surtout n'hésite que pas. bah, il y a quand même le temps fort de la saison qui débute cette semaine. On se réjouit d'être aplani de ça. C'est pas encore le vol à ski, il va falloir attendre un mois de plus, mais on Hmm. a tout pour avoir des beaux championnats du monde. C'est des tremplins, des beaux tremplins bon, à côté du Létal Nizza, et il y a des pistes de fond qui sont vraiment juste en dessous. Donc c'est là, on voyait déjà aujourd'hui des vidéos d'entraînement des équipes de France. Enfin, en fait, on va voir les tremplins tout le temps. Et puis, il y a des belles pistes de fond bien tracées. Donc, bah, même pour le ski de fond, je pense que toutes les disciplines du nordique, on va se régaler. Il y a des chances qu'il fasse beau quand même à cette période de l'année. Donc, bah, on vous souhaite des bons championnats du monde et on fera un débrief finalement à mi-parcours après la partie, toutes les épreuves sur les petits tremplins. Très bien. Et donc, on vous fera le débrief comme tu l'as dit. On vous dit à la semaine prochaine pour le grand championnat. Et d'ici là, régalez-vous avec les images de Slovénie. Bye bye. Salut, à bientôt.